Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'inférences. Donc là c'est la dernière petite vidéo où on résume ce qui a été dit sur les inférences. Et nous allons parler dans cette vidéo de la classification de Kinch et du modèle de Rival principalement. Et donc on est tout de suite parti. Alors pour donner suite aux travaux divergents entre les théories minimalistes et constructivistes, donc là c'était dans la vidéo précédente que je vous ai, enfin, dans laquelle je vous ai résumé le CM où on parlait de ces deux principales théories, Kinch a établi une nouvelle classification qui permettra par la suite de rendre compte des différences des résultats en dehors du cadre global local. Alors là, il s'agit de la classification de Kinch en 93. Donc là, pour rappeler, on a les divergences de résultats dans les inférences causales pour, euh, pour le global. Donc le global, c'est en fait lorsqu'il y a un but et que beaucoup plus loin dans un texte, on voit, il y a une phrase cible qui est incohérente ou non avec le but, est-ce qu'on détecte ou non cette incohérence? Et donc, certains travaux ont trouvé que oui, alors que d'autres ont trouvé que non, il n'y avait pas de détection de l'incohérence. Là, c'est un petit rappel du coup, du cours précédent, enfin, de mon résumé précédent aussi. Alors, cette classification porte un intérêt sur les inférences permettant de réduire l'information, comme l'extraction des idées principales ou l'élimination de détails insignifiants. Donc ça, en fait, pour Kinch, ça reste des inférences, même si on réduit l'information. Donc pour lui, l'inférence, c'est pas uniquement de la production, euh, c'est pas de la production, ça peut être aussi de la réduction d'information. Il distingue deux facteurs, l'automaticité de l'inférence, donc ça peut être d'automatique à contrôler, c'est un peu sous la forme d'un continuum, et comment l'inférence est produite. Donc est-ce qu'elle est récupérée à partir d'un texte, ou est-ce qu'elle est plus produite au travers d'un raisonnement. Donc on a l'exemple par exemple des inférences de liaison qui seraient plus récupérées en fait. Et la production, à travers un raisonnement, ça serait par exemple les inférences logiques, auxquelles on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Alors ce qui jouerait dans le facteur automatique contrôlé d'une inférence serait la disponibilité et l'accessibilité de connaissances qui permettraient de récupérer ou produire une inférence automatiquement. Autrement dit, en l'absence d'accès à des connaissances comme celles d'une expertise par exemple, l'inférence doit être faite de façon contrôlée. Donc là, on a l'exemple d'une nouvelle neige où il y avait une phrase dans le SEM où on disait que on avait le moniteur qui était inquiet au sujet de la nouvelle neige. Donc quand on est débutant, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'est la nouvelle neige, donc il faut inférer, il faut un peu penser qu'est-ce que ça pourrait être cette nouvelle neige, alors que lorsqu'on est expert, on sait tout de suite que nouvelle neige est associée à un risque d'avalanche plus élevé. Et donc là, vu qu'on a les connaissances qui sont accessibles, on fait l'inférence automatiquement. Et au contraire, lorsqu'on n'a pas directement accès à la connaissance de qu'est-ce que la nouvelle neige, on est obligé d'être dans le raisonné, enfin d'être dans le raisonnement, et donc là on passe à une inférence qui devient contrôlée. Alors certaines inférences contrôlées peuvent, avec l'expertise, devenir beaucoup plus automatiques. C'est notamment le cas des inférences logiques, donc là on avait l'exemple, enfin j'ai donné deux exemples. Enfin celui en cours c'était l'exemple du mathématicien, avec notamment l'habitude d'utiliser des raisonnements déductifs qui peuvent, à force d'utiliser des raisonnements déductifs, devenir de plus en plus automatiques. Puis moi, je viens de trouver l'exemple du détective où ce serait plus d'un raisonnement abductif. Et donc là, j'avais trouvé sur internet une petite image pour pas reprendre le diapo de la prof. De cette classification de Kinch, bon là, ce problème c'est que c'est en anglais, mais bon, la plupart d'entre nous le maîtrisons, je pense. Et donc les inférences logiques comme notamment la déduction et l'abduction, à la base, ce sont des processus contrôlés qui nécessitent ce genre d'inférence. Avec le métier par exemple de mathématicien, la déduction deviendrait de plus en plus automatique. Voilà. Hop, on garde ça pour la suite. Alors le cas global joue un rôle dans l'accessibilité aux informations nécessaires pour produire une inférence causale. Donc là, c'est ce qui nous intéressait avec les deux précédentes études, donc qu'on avait vues dans la précédente vidéo, c'était vraiment les inférences causales, qui appartiennent aux inférences de liaison et donc qui sont automatiques.
comme on le voit dans le schéma. Hop. Juste ici, j'y retourne. Voilà. Les inférences de liaison qui sont ici sont à la base automatiques. Sauf si on cherche volontairement à le faire, à trouver, parce que, par exemple, on a détecté une incohérence. Hop. Donc là, en gros, on se rend compte que l'accessibilité, le local global joue sur l'accessibilité et donc sur la production d'inférences, l'accessibilité de connaissances, et donc sur la production d'inférences causales. Donc on a Albrecht et Myers en 1995 qui ont fait 2 études sur l'accessibilité du but, donc là c'est les inférences causales, pour comprendre les divergences entre les résultats de Whitman et collaborateurs en 1993 et de McCoon et Radcliffe en 1992. C'est encore une fois la vidéo précédente. Pour leur première étude, nos auteurs vont reproduire des conditions similaires aux 2 précédentes études avec le paradigme de l'incohérence, et là c'est un point presque essentiel à piger, c'est bien évidemment ce paradigme de l'incohérence avec un principe plutôt simple. Donc le paradigme de l'incohérence, c'est tout simplement qu'on a un but et une phrase cible. Cette phrase cible peut correspondre ou non au but. Si la phrase cible ne correspond pas au but, donc par exemple on a un but c'est de téléphoner à quelqu'un et la phrase cible c'est on prend notre téléphone et on joue à un jeu mobile, là, incohérence complète. Donc là, si cette incohérence est automatiquement détectée, il va y avoir un temps de lecture plus long. C'est sur quoi se passe ce paradigme. Or, si l'incohérence n'est pas détectée, le temps de lecture va être tout aussi court que lorsque le but est atteint. Voilà. Donc là, c'est l'exemple que je donne là. S'il y a une incohérence qui est détectée, le temps de lecture va être plus long que s'il n'y a pas eu d'incohérence. Donc là, c'est le groupe contrôle. Si l'incohérence n'est pas détectée, le temps de lecture va être aussi rapide que s'il n'y avait pas d'incohérence. Voilà. Donc c'est sur quoi se base le paradigme de l'incohérence. Et donc là, on avait Whitman et collaborateurs qui trouvaient ces résultats-là pour la condition lointaine, et McCoon et Radcliffe qui trouvaient ces résultats-là pour la condition lointaine. Donc là, ce que vont chercher nos auteurs, c'est qu'est-ce qui fait qu'en condition lointaine, il y a des différences, on trouve des résultats différents tout simplement, dans ce paradigme de l'incohérence. On garde toujours. Donc ils trouvent des résultats similaires à ceux de McCoon et Radcliffe avec une absence de détection de l'incohérence. Donc ils refont exactement le même paradigme. Donc contrôle incohérent, proche lointain, tout simplement. Et donc ils retrouvent les mêmes résultats que McCoon et Radcliffe, donc c'est-à-dire que les sujets ne détectent pas l'incohérence lorsque le but et la phrase cible sont très éloignés. Donc très éloignés avec du remplissage. Voilà. Et donc il ne la détecte pas, on peut le savoir tout simplement parce que le temps de lecture est aussi court qu'en contrôle, donc là où il n'y a pas d'incohérence. Alors ils vont cependant, au travers d'une seconde étude, expliquer l'origine des résultats de Whitman et collaborateurs en 1993. Donc en gros, ils vont montrer que le résultat, c'est pas complètement illogique, c'est pas une erreur vraiment méthodologique. Pour cela, les auteurs vont ajouter dans la condition incohérence lointaine, donc incohérence lointaine, oui, vous voyez, c'est quand il y a du remplissage et qu'en fait la phrase cible ne correspond pas au but. Donc l'exemple que j'avais donné, t'es censé téléphoner à quelqu'un, sauf que finalement, quand t'es sur ton téléphone, tu joues à un jeu mobile. Et donc là, cette petite chose qu'ils vont ajouter dans cette condition, c'est le chevauchement référentiel qui va être ajouté à la fin du remplissage. Là, il s'agit d'un mot lié au but initial. Donc, par exemple, il peut être lié sémantiquement. Et ça va permettre de rendre accessible le but. Alors, à l'aide de ce rappel, l'incohérence est détectée par les participants grâce à une récupération automatique du but. Donc en fait, le chevauchement référentiel, ça sert de rappel au but initial qu'on a un petit peu perdu en termes d'accessibilité. Et donc ça vient nous aider à récupérer ce but et donc à détecter l'incohérence, car on a tout simplement de nouveau l'accès au but. Donc là, on avait l'exemple de l'annuaire qui avait été donné en cours. Donc pour faire un petit rappel sur cet exemple, c'était tout simplement quelqu'un qui devait téléphoner à une agence de voyage pour réserver un billet d'avion, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et donc à la fin du remplissage,
on disait par exemple des détails sur sa journée, tout ça, des choses pas très intéressantes. Et à la fin du remplissage, on dit qu'elle est sur le sofa et qu'elle prend un annuaire. Et juste après l'annuaire, donc là c'est la fin du remplissage, on dit que elle se brosse les dents, elle va se coucher. Donc en gros, qu'elle n'a pas téléphoné, qu'elle n'a pas eu le but qu'elle n'a pas fait le but qu'elle voulait, c'est-à-dire de téléphoner à l'agence de voyage. Le fait qu'on parle de l'annuaire, juste qu'on parle de l'annuaire, ça a permis euh, de faire revenir aux participants, redonner accès au but qui était de téléphoner à l'agence de voyage. Ainsi, la phrase cible où elle va se coucher, elle va se brosser les dents, se coucher, a été lue plus lentement car justement il y avait une incohérence, ça n'allait pas avec le but qui était initialement prévu. Au pire, si vous n'avez pas trop pigé, il y a toujours le diapo. Ou sinon, posez vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, ces deux études permettent donc de montrer qu'il s'agit bien de l'accessibilité et non de la distance qui permet la production d'inférences. Donc là, c'est des inférences causales. Parce que je rappelle ici, les participants ont, grâce au chevauchement référentiel, détecté l'incohérence alors que, entre le but et la phrase cible, il y avait tout un remplissage, donc c'était la condition lointaine, il y avait beaucoup de phrases d'écart entre le but et la phrase cible. Alors bien que cette classification, donc la classification de Kinch, permette d'expliquer des résultats divergents, il n'est cependant pas exhaustivement étudié avec certaines inférences toujours en jachère aujourd'hui. Donc là c'est notamment les inférences 4 à 8 donc dans le tableau. Donc voilà, il y en a quelques-unes en fait qui ne sont pas malheureusement trop étudiées. Donc voilà, inférence logique, extraction des points importants, suppression des détails insignifiants, construction généralisation dans les domaines familiers ou non familiers. Voilà. Donc c'est surtout ces 5-là qui sont peu étudiés. Alors il ne permet pas de donner une explication sur les faibles compreneurs non plus. Voilà, aussi. Donc déjà, malheureusement, bien qu'ils soient intéressants, il y a certaines inférences qui sont pas assez ou même pas du tout étudiées. Seulement parce qu'on ne sait pas trop, les chercheurs ne savent pas trop comment, pour le problème, comment peut être opérationnalisé. Et il ne permet pas non plus de donner une explication sur les faibles compreneurs, donc pourquoi les faibles compreneurs comprennent-ils mal ce qu'ils lisent, ou ce qu'ils entendent. Parce que toujours l'idée de texte au sens large. Et donc là, on a le modèle de Rival en 2014 qui va lui permettre de donner une petite explication sur l'origine en fait de la faible compréhension. Donc là, c'est un modèle plutôt récent qui vient théoriser la compréhension tout en donnant une explication simple sur les faibles compreneurs. Donc simple à comprendre quoi. Toujours sous forme de cycle, donc c'est un peu comme Van Dijk et Kinch, 3 processus se produiraient. La résonance, l'intégration et la validation. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un pet bientôt. La résonance revient à activer les signifiés d'une phrase, c'est-à-dire à avoir accès au sens de chaque mot des phrases traitées dans le cycle. L'intégration consiste à intégrer les signifiés les plus pertinents dans la mémoire à long terme. Donc tout ce qui est un peu inutile, superficiel, etc. On le vire, ce qui est plus important, c'est de garder l'essentiel du sens des phrases traitées dans le cycle. Donc là, oui, c'est équivalent au modèle de situation de Van Dijk et Kitsch. Donc, on a une troisième étape, un troisième processus qui est la validation, qui permet de vérifier la cohérence de la structure créée. Autrement dit, est-ce que ce qui a été créé, c'est valide par rapport à la phrase, enfin, les phrases dans le cycle. Alors, un seuil d'activation permet d'activer les processus de validation après la construction de la structure, donc là, l'équivalent du modèle de situation. Un seuil de validation atteint permettrait ensuite de juger comme cohérent la structure créée. Donc, est-ce que, autrement dit, ça vérifie si ça va bien avec la phrase initiale ou est-ce que ça a du sens, cette structure a vraiment du sens, quoi. Donc, ces seuils et cette validation sont automatiques au cours des cycles. Le seuil de validation serait différent entre les individus. Donc là, vous voyez venir. Si le seuil de validation n'est pas atteint, l'incohérence est alors perçue. Donc l'exemple, par exemple, du but non atteint, on voit que là, par exemple, encore une fois avec la femme qui va se coucher alors qu'elle devait appeler son agence de voyage,
si là on détecte l'incohérence, ça serait grâce au seuil de validation qui ne serait pas atteint en fait. Donc il y aurait une incohérence du modèle de situation en fait. Et des processus contrôlés de recherche d'informations supplémentaires sont alors engagés. Donc là on a le troisième paint qui va venir en fait résumer visuellement tout ce que je viens de vous dire. Avec du coup un texte que là j'ai fait sous forme d'analyse prédicative. D'ailleurs j'étais censé faire une phrase. Je regarde juste 2 secondes la phrase que j'étais censé écrire, parce que j'ai noté sur mon téléphone. Donc c'est, vous savez les carrés c'est pour les prédicats, et le rond c'est pour ce qui va avec, c'est l'argument qui est avec le prédicat. Donc le but c'était, enfin la phrase c'était le petit Jean a cuit des pâtes dans une casserole bleue. Voilà, c'était ça. Après là, il n'y a qu'une seule phrase, donc le modèle de situation va être relativement faible. Donc on a la première étape qui est la résonance, où en fait, tous les signifiés dans le lexique sémantique vont être activés. Donc là, j'ai fait des petits points colorés. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui va être activé? Bah, ça va être le sens du mot petit, le sens du mot Jean, de cuit, de pâte, de casserole et de bleu. Ou encore le mot dent. Ensuite, la seconde étape, l'intégration, où là, certains signifiés vont atteindre la mémoire à long terme, mais pas tous. Les plus non pertinents, les plus insignifiants vont partir. Donc par exemple, le petit Jean, c'est pas très intéressant qu'il soit petit, et la couleur de la casserole, casserole bleue, c'est pas très intéressant de retenir que la casserole était bleue. Donc là, on arrive avec une petite structure ressemblant à un modèle de situation qui est créé à partir du signifié des mots dans la mémoire à long terme. Et donc, c'est là que vont se jouer les 2 seuils pour traiter ce modèle de situation. Tout d'abord, on a un seuil d'activation qui va venir lancer les processus de validation. Autrement dit, il faut que le modèle de situation soit suffisamment complexe. Si par exemple je dis je mange une salade, bah là c'est très simple, et donc il ne va peut-être pas avoir de seuil d'activation pour les processus de validation. Parce que c'est tellement simple, il n'y a pas besoin de vérifier. Alors que là, si le modèle de situation est finalement plutôt complexe, il va y avoir un seuil d'activation qui va permettre de lancer les processus de validation. Processus de validation, le but c'est de savoir si c'est cohérent. Est-ce que ce truc-là qui a été créé à la mémoire à long terme est cohérent? Est-ce que ça a du sens? Et donc pour savoir s'il y a du sens ou non, ça dépendrait d'un seuil de validation. Si ce seuil de validation est suffisamment élevé, on va pouvoir détecter quand c'est incohérent. Au contraire, quand ce seuil est trop faible, en fait, le processus de validation va être un peu feignant, ils vont un peu tout laisser passer finalement, même ce qui est non pertinent, même les mauvaises structures en fait. Alors qu'avec un bon seuil de validation, ces processus vont être un peu plus sévères, entre guillemets, et donc ils vont laisser comme acquis uniquement les modèles, les modèles situation ou structures, comme vous préférez, qui sont vraiment viables. Donc en fait, ils contrôlent juste mieux avec un seuil de validation plus élevé. Ça, c'est de Rival en 2014. Alors, les faibles compreneurs auraient des seuils de validation plus bas, faisant qu'ils jugent cohérents des structures créées incohérentes, entraînant ainsi des difficultés de compréhension. Cette première explication signifie que les faibles compreneurs produiraient trop d'inférences dans lesquelles se trouveraient des inférences non pertinentes. Ça, le problème, c'est qu'ils gardent le non pertinent, qui est mélangé avec le pertinent, et ça vient créer des modèles de situation peut-être trop complexes et qui en fait ne permettent pas de comprendre le texte. Une autre idée viendrait de la difficulté des faibles compreneurs à utiliser correctement les connaissances qu'ils possèdent déjà. Donc vous savez, les inférences, on utilise déjà des connaissances que nous possédons, donc, par exemple pour les inférences d'élaboration. Donc par exemple le genre qui creuse un trou, inférence d'élaboration, là c'est instrumental, c'est qu'il a une pelle. Et donc en fait, ils n'utiliseraient pas assez ces connaissances ou pas correctement pour produire des inférences. Donc que ce soit par indisponibilité, inaccessibilité ou tout simplement une désactivation de ces connaissances. Donc là en fait, il y aurait un problème, ils ne pourraient pas utiliser ces connaissances. Et il y a plusieurs idées. Donc indisponibles, c'est qu'ils ne sont vraiment pas
en mémoire à long terme. Inaccessibilité, ils y sont, mais le sujet n'en a pas les utiliser consciemment. Ou une désactivation, bah, s'ils sont présents, mais ils les utilisent pas. Voilà, c'est tout. Donc comprendre l'origine des difficultés de compréhension est important, au vu du nombre d'enfants faibles compreneurs, donc qui sont, d'après l'OCDE, 22%. Donc je suis pas sûr, mais il me semble que c'est 22% des CM2, selon l'OCDE, qui sont de faibles compreneurs. Des inférences restent à étudier, mais sont complexes à opérationnaliser par le simple fait que de nombreuses inférences sont commises automatiquement. La prise de conscience des inférences nécessaires à produire est cependant possible, notamment pour les enseignants qui, bien que non formés aux inférences, peuvent par empirisme se rendre compte des inférences à produire par les enfants. En fait, les enfants vont devoir produire de façon contrôlée des inférences que nous produisons de façon automatique. De cette façon-là, on peut détecter s'il y a des enfants qui n'ont pas fait l'inférence, ce qui était en fait nécessaire à faire. Et donc là, en fait, ça permet de comprendre en fait toutes les inférences. On voit toutes les inférences dans un texte qui sont nécessaires à commettre en fait. En fait, nous avons besoin d'un regard analytique sur les inférences pour en fait tout simplement mieux les étudier et mieux les comprendre. Mais comment l'avoir quand notre expertise nous conduit à des automatismes? En fait, nous, en tant qu'adultes qui comprenons bien l'ensemble des textes, en français du moins, le problème c'est que tout est automatique, et que donc on ne peut pas avoir vraiment de regard analytique là-dessus, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de regard analytique, c'est aussi simple que ça. Donc moi, c'est une petite idée que je me suis faite, c'est peut-être que les chercheurs dans ce domaine pourraient collaborer avec les apprenants, donc par exemple les enseignants, pour en fait, bah, comment dire, pour étendre ses connaissances, tout ce savoir sur les inférences. Avec notamment les différentes chercheurs laissés à la classification de Kinch. Alors les inférences pragmatiques ne sont pas concernées par ce chapitre. Alors, on va pas trop parler des inférences pragmatiques, ça sera dans la prochaine vidéo. Les inférences pragmatiques appartiennent au langage figuré. Donc vous savez, il y a le langage propre, le langage figuré. Et aucune théorie inférentielle unifie à ce jour les deux champs. Donc en fait, ils sont vraiment... il y a deux types d'inférences. Le but est un peu le même, mais ils sont étudiés vraiment séparément. Voilà. Et donc, au troisième chapitre, donc je vais faire une petite vidéo récapitulative là-dessus. Enfin, non, elle risque d'être plutôt grande finalement. Bah voilà, on parlera juste des inférences pragmatiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.